Monsieur Bagayoko. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, vous êtes un sacré monsieur. Vous êtes spécialiste en informatique biomédicale et de santé. Oui, oui. Vous avez mis aussi au point un télédiagnostic qui permet aux Oui. professionnels de la santé qui se trouvent dans un milieu isolé de demander l'avis d'un expert en majeure partie. Voilà. Donc, Oui. vous appelez ça même service de justice, je crois. Quelle était l'origine de ce concept? Alors, l'origine, c'est que notre motivation pour tout ce qui est d'abord e-santé, informatique de santé, c'est que je viens d'un pays en développement, donc qui est le Mali. Et quand on était à la faculté, on était confronté à toutes sortes en fait, de problèmes, surtout à l'intérieur du pays. Donc, nos aînés nous disaient, si vous finissez la faculté de médecine, n'acceptez pas d'aller à l'intérieur du pays parce que vous n'êtes pas formé de façon continue, vous allez désapprendre et puis l'intérêt financier aussi ne suit pas. Donc, avec un groupe d'étudiants, beaucoup comme moi, on a saisi l'occasion en fait, de l'avènement des TIC un peu au Mali, donc depuis les années 2000-2002, pour essayer de voir comment cette technologie peut aider vraiment pour améliorer les soins, surtout en situation d'isolement, parce que c'est là où les populations sont les plus vulnérables, c'est là où les gens refusent d'aller. Donc, au moins en encourageant ceux qui acceptent d'aller dans ces zones parce qu'ils peuvent avoir la formation continue à distance, parce qu'ils peuvent continuer à bénéficier de l'expertise de leurs pairs qui sont concentrés dans les capitales. À l'époque, par exemple, quand on commençait la téléexpertise au Mali, il n'y avait aucun cardiologue à l'intérieur du pays. Si on quittait la capitale, il n'y a pas. Il n'y avait aucun radiologue à l'intérieur du pays. Donc, le défi était comment on va mieux former, par exemple, les sages-femmes, les médecins généralistes, à mieux faire une échographie ou à bien faire un ECG, à envoyer ça vers les plateformes qui sont adaptées à notre condition technologique, aux spécialistes qui sont dans la capitale, pour qu'ils puissent interpréter et dire, voilà ce qu'on peut faire pour vous aider. Voilà, vous pouvez faire ça pour aider le patient. Voilà, vous ne pouvez pas faire ça, il faut nous envoyer ce patient. Donc, ça évite l'évacuation sanitaire systématique qui est souvent coûteuse en termes de vie humaine parce que les routes sont souvent désastreuses et qui est coûteux en termes d'argent parce que les gens n'ont pas d'argent pour venir dans la capitale avec un accompagnant, ainsi de suite. Et dans beaucoup de cas, les gens disent, quand on leur dit d'aller dans la capitale pour faire ces examens de base, pour asseoir le diagnostic, ils vont vous dire, bon, on s'en remet au bon Dieu, parce qu'ils pensent que c'est déjà un signe de gravité de la maladie, de manière qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Donc, on a mis en place ces outils pour pouvoir amener une certaine confiance même entre la population et les soignants qui sont à proximité d'eux, et puis aussi essayer d'éviter des évacuations sanitaires inutiles et qui sont coûteuses des fois sur tous les plans. Après ces premières applications, on est rentré dans beaucoup de choses comme le développement d'un système d'information hospitalier qu'on fait depuis une quinzaine d'années maintenant au Mali aussi, qui permet de gérer les structures de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, parce que le cœur, c'est le patient. Parce que si on n'a pas les informations par rapport aux patients ou aux citoyens, on ne peut pas mieux les prendre en charge, mais aussi on ne peut pas mieux informer le système de santé publique pour faire la veille sanitaire et piloter la santé publique. Alors, j'ai lu dans un article par rapport à l'origine justement du télédiagnostic, c'était en 2002. Vous voulez soutenir votre thèse et du coup, vous êtes heurté à un problème de connexion, c'est ça, avec votre co-directeur qui était en Suisse. Exactement. Comment du coup, vous avez réfléchi à… C'était un défi et on essayait de tout faire pour prouver que malgré les difficultés, il faut avancer. C'est que j'ai soutenu sur une thèse, ma thèse d'exercice de médecine, ce qui n'était pas faisable à l'époque. J'ai soutenu une thèse qui portait sur l'informatique médicale à la faculté de médecine de Bamako. Et donc, en ce moment, il n'y avait pas de spécialistes dans le domaine donc, au Mali.
Donc, une partie de mon jury de thèse était à Genève, donc il ne pouvait pas se déplacer, il fallait soutenir la thèse à distance. Et à l'époque, il a fallu mobiliser tous les débits Internet du Mali pour soutenir ma thèse parce que en 2003, 2002, le Mali avait peut-être l'équivalent d'une ligne ADSL ou de 3 lignes ADSL ou plus. Donc, il y a eu une première tentative qui a échoué, mais avec la deuxième tentative où la Société des télécommunications du Mali a mobilisé presque toute la bande passante pour soutenir cette thèse, la tentative était bonne. Mais après, il y avait des problèmes administratifs aussi parce que c'était nouveau pour notre peut-être faculté de soutenir la thèse en dehors de la faculté parce qu'il n'y avait pas de connexion dans la faculté. Ce qui faisait que l'administration de la faculté pensait qu'il fallait, ce n'était pas faisable. Mais après, la soutenance qui a été quand même un événement un peu national qui a été transmis sur la télévision nationale, donc le problème ne se posait plus à ce niveau aussi. Donc c'était un défi qui était difficile, mais qui a été relevé quand même. Voilà. Il y a cette phrase, avant que vous trouviez justement votre co-directeur, vous dites à un moment donné, tout le monde détournait le regard, personne ne voulait prendre la responsabilité d'un étudiant comme moi. Comment à ce moment-là vous réagissez en fait? Qu'est-ce qui vous pousse du coup à continuer? Ben, pas plus qu'une semaine, j'étais face à mon co-directeur en fait des thèses où j'avais les larmes aux yeux parce que lui, en fait, qui a voulu nous soutenir, je n'étais pas le seul à soutenir, à vouloir soutenir des thèses, en fait, des télémédecines ou d'informatique en ce moment-là, mais c'était le seul pendant que les autres pensaient qu'on était fous. Lui étant professeur en médecine interne, donc n'avait pas, il avait la capacité pédagogique, mais la capacité technique, mais a voulu nous accompagner quand même sur tous les plans. Et donc, pas plus que la semaine dernière, parce que moi aussi, j'encadre des dizaines de thèses maintenant à travers le Mali, à travers l'Afrique et même sur d'autres continents comme la Suisse et le Canada. Et on a mis en place actuellement un diplôme d'interuniversitaire pour former en fait les professionnels de la santé, les techniciens, les décideurs en e-santé en Afrique. Donc, il était face à moi pour la sortie de la 3e promotion des EPU. C'était bien de voir que lui qui nous a soutenus est là et a commencé à avoir des petits-fils parce que nous sommes ses fils et nous aussi, on a des fils dans ce domaine et c'était très émouvant. Voilà. Justement, en parlant de e-santé, pour vous, c'est un moyen d'innovation en se basant sur des besoins avant une vision stratégique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'e-santé et son fonctionnement? L'e-santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'ensemble des services numériques pour le bien-être socio-sanitaire de la personne. Donc, à partir de ce moment-là, il s'agit d'un outil qui permet de collecter les informations, qui permet de les traiter, de les stocker et de les transmettre pour mieux prendre en charge le patient. Donc, à partir de ce moment, on doit prendre l'e-santé comme un outil, pas une finalité. Et cet outil-là doit répondre en fait aux stratégies de santé des pays. Donc, tous les pays développent pendant chaque 3 ans ou chaque 5 ans une stratégie de santé pour le pays. Donc, on doit regarder dans cette stratégie de santé quels sont les besoins et regarder comment la e-santé peut gérer de façon efficiente et optimale ces besoins-là. Sinon, si on commence l'analyse par les outils, on va fausser en fait les calculs. Ce serait la machine sur la tête. Donc, ça doit répondre aux besoins. Ça ne doit pas être le contraire. On ne doit pas amener des outils pour dire où sont les besoins. Donc, on doit traiter les besoins. Où sont les besoins? Et quel outil peut répondre à ces besoins-là. Donc, dans ce cas-là, on va voir que la e-santé va devenir le 3e composant du système d'information de santé, après le système d'information à l'hôpital pour traiter toutes les données du patient, après le système d'information au niveau du ministère de la Santé pour piloter la santé publique, faire la veille sanitaire. Donc, e-santé devient le 3e composant qui est le moyen pour mettre tout ça en musique de façon optimale, pour mieux soigner et pour mieux prendre en charge la santé publique, la veille sanitaire, comme les situations comme la pandémie de COVID-19.
Du coup, quelles ont été son efficacité en cette période de Covid? Ben, dans cette période de COVID-19, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas l'Afrique seulement, aucun système de santé n'était prêt. Mais l'enseignement qu'on tire, c'est que nous devons profiter de ça pour nous apprêter, pour mettre en place des systèmes d'information de santé qui sont résilients et qui sont basés sur un environnement de santé numérique qui est cohérent et harmonieux, qui permet en fait de suivre le citoyen dans tout son parcours, depuis la prévention jusqu'à la prise en charge et le pilotage de la santé publique. Donc, à ce niveau-là, les outils TIC ont beaucoup en fait aidé. D'abord pour la prévention, c'était une psychose générale, hein, surtout quand on avait annoncé l'apocalypse pour les pays africains. Même si quelqu'un avait une toux, les gens étaient ruaient vraiment vers les structures de santé. Donc, nous, par exemple, on avait mis en place un outil de tri, une application mobile d'outils de tri basée sur l'algorithme de l'OMS et du pays qui peut faire en sorte que vous-même, à travers quelques questions que vous allez répondre, même si vous avez une toux, l'application va vous dire, il n'y a pas de panique, vraiment essayez d'appeler la ligne verte pour vous rassurer. Ne partez pas dans une structure de santé pour ça. Ou s'il y a des signes effectivement de gravité avec des notions de voyage, des notions de contact, on va plutôt vous conseiller d'aller vers les centres. Donc, qui permet de décongestionner les structures de santé, mais aussi de décongestionner la ligne verte qui était en place et qui était surchargée en ce moment-là. Donc, au-delà de ça, ce que nous avons fait autre au niveau du Mali aussi, ou dans certains pays africains, c'est d'intégrer un module de prise en charge du patient COVID dans le système d'information hospitalier qui était sur place au niveau des hôpitaux, qui va faire en sorte qu'on peut prendre en charge de façon spécifique le patient COVID, on peut suivre ses contacts, on peut regarder si on peut faire la pharmacovigilance, regarder est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses et on peut le suivre pendant la phase en fait post-COVID aussi. Et après tout ça, pour les histoires des passes sanitaires, pour les histoires des vaccinations, donc la technologie a été utilisée dans tous ces aspects. Mais la leçon qu'on tire, c'est que puisqu'on n'était pas prêt, on a développé toutes sortes d'outils dans tous les sens et qui ne permet pas même des fois de gérer de façon intégrée toute la prise en charge de COVID. Si je dis toute la prise en charge, c'est-à-dire comment on va prévenir, comment on va suivre la vaccination, comment on va suivre les stocks de vaccins qui doivent être liés à une personne, qui doivent être liés au certificat de vaccination. Donc, vous allez voir des fois qu'il y a des outils pour gérer les stocks, des outils pour le pass sanitaire, des outils pour les certificats. Donc, l'enseignement que nous devons tirer, c'est de mettre en place des systèmes intégrés solides pour faire face à n'importe quelle situation de catastrophe en fait sanitaire. Donc, c'est pas, on ne souhaite pas, mais on sait que la pandémie de COVID-19 ne serait pas la seule crise sanitaire. Donc, maintenant, nous devons tirer les leçons et s'y préparer solidement pour les situations à venir. Alors, j'ai une question un peu philosophique à vous poser. À travers vos rencontres, vos voyages, parce que la vie n'est faite que de rencontres, qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur l'être humain? Ben, sur l'être humain, finalement, ce que moi j'ai appris, c'est que finalement, on est pareil, hein? Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis, il y a du bon, du mauvais partout. Il y en a qui ont des visions, il y en a qui ne sont pas visionnaires. Et ce qui fait simplement la différence, c'est que certaines sociétés sont plus organisées en termes de règles de vie et certaines sociétés sont organisées en termes de justice. C'est ce qui fait finalement en fait que l'être humain devient ce que l'humanité recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire pour l'intérêt en fait général, qu'est-ce que nous allons faire pour laisser quelque chose à ceux qui vont nous suivre et non tout centré sur notre personne. Et finalement, le fait de rencontrer toutes ces cultures à travers les outils que nous avons développés, parce qu'ils sont des fois utilisés maintenant en Amérique latine, hein, comme en Bolivie ou au Népal, et à travers des fois nos maîtres qui nous ont enseigné, que ce soit en Suisse ou en France, finalement, on s'est dit que la plus belle des richesses, c'est ce que nous allons mettre en œuvre et que nous allons laisser à l'humanité. Ce n'est pas nous-mêmes, à travers peut-être nos diplômes, à travers les gloires, mais à travers
les œuvres que nous allons laisser pour l'humanité. Du coup, ça va rejoindre ma question. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve, de leur projet? Ben, moi, je dirais simplement, lorsque vous avez un rêve, au-delà même du rêve, il faut vous dire que même l'utopie est réalisable. Parce que mon parcours, à mon avis, est utopique parce que nous sommes partis, en fait, de rien dans ce domaine-là. Ces parcours étaient ambitieux, en fait, d'obstacles à tous les niveaux. Mais puisque on croyait avec d'autres personnes, pas seulement ma seule personne, parce qu'il y a des gens qui nous ont supportés. Nous avons des équipes, nous étions des groupes d'étudiants avec des maîtres qui nous ont supportés. Il faut toujours se donner les moyens et avoir l'intelligence de réunir tous les supports possibles en fait, pour franchir les obstacles. Donc, c'est ce qui a fait aujourd'hui que ce domaine, à mon humble avis, a pris un certain essor sur tous les plans sur notre continent parce que ça fait que nous avons pu franchir en fait le cap même au niveau académique pour devenir agrégé et récemment professeur tutélaire dans ce domaine. Il y a 15 ans en arrière, c'était inimaginable que dans l'espace en fait de l'enseignement supérieur africain, qu'on allait ouvrir en fait cette voie à l'académique parce que les gens n'y voyaient aucun inconvénient. Et maintenant, on commence à enseigner, on commence à avoir au niveau de l'État les prises en fait de conscience, mais on ne se rend pas compte, mais qui sont partis peut-être quelque part de certains étudiants. Donc, il faut croire à ses rêves, il faut croire à ses utopies, il faut se dire que rien n'est irréalisable en fait. Voilà. Alors, ce sera ma dernière question. La liste, à mon avis, est super longue. Vous avez, à mon avis, déjà évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ben, bien sûr, je vais commencer par remercier d'abord mes camarades avec lesquels nous avons commencé cette aventure depuis les années 2000, depuis notre première association qu'on appelait Remicom Kenablo, jusqu'à l'équipe actuelle qui est en place, qui est le Centre d'expertise et de recherche en télémédecine et e-santé. Et remercier le professeur Abdelkader Traoré, donc, qui a parier en fait sur ces rêves fous, d'encadrer, d'accompagner les étudiants et les faire amener au niveau que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais remercier le professeur Antoine Gezouler, donc, qui a été vraiment une pièce maîtresse, qui a cru en nous, qui a investi dans notre formation au Mali, en Afrique, pour que le domaine puisse se développer, et mes maîtres aussi en France, particulièrement le professeur Marius Chesky, qui a été aussi en partie mon directeur des thèses d'informatique médicale. Et enfin, toutes les autorités du Mali, donc, qui peu à peu ont cru en nous, nous ont laissé faire ce qu'on voulait et finalement ont pris conscience de ces enjeux. Voilà. Et je remercie finalement tous nos maîtres d'Afrique et beaucoup de pays africains qui commencent à croire en nous maintenant et les pays que nous accompagnons sur ce plan pour avoir des stratégies nationales cohérentes de santé digitale. Bon, bah, en tout cas, c'est noté. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Monsieur Bagayoko, pour votre temps et partage. Sur quel support, sur quelle plateforme on peut retrouver du coup la formation pour s'inscrire? Ben, sur la plateforme pour la formation, ce serait digisantemali.info. Donc, www.digisantemali.info. On peut trouver toutes les informations sur cette plateforme pour DUI Santé en Afrique. Très bien. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre temps et partage et continuez à transmettre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.